Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième interview de TerraHoche Interview, le projet qui a pour but de rapporter la politique au plus proche des élèves pour les européennes de 2024. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Bizet, vice-président, il me semble, de France Écologie, un parti proéminent pour l'écologie en France pour les européennes. Je laisse Tristan présenter le format de l'interview. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Donc Paul et moi, on va mener l'interview et on sollicitera tout au long de notre entretien les questions du public présent ici, ainsi que les questions du live Twitch. Dans un premier temps, on va s'intéresser à votre parti et à ses idées, et ensuite on se penchera plus spécifiquement sur votre politique écologique, puis votre politique en général. Enfin, on va se questionner aussi sur votre politique européenne et les relations que votre parti entretient avec les autres. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, vous et votre parti? Alors, oui, bon, Jérémy Bizet, donc moi je suis Yvelinois depuis toujours. Dans la vie professionnelle, je suis consultant en tout ce qui est normes qualité et environnementale. Peut-être que vous connaissez de nom l'ISO 9001, l'ISO 14001, etc. Et plus particulièrement aussi dans le milieu médical. J'interviens beaucoup en laboratoire et en biologie médicale. Et d'un point de vue politique, je suis engagé depuis bien longtemps maintenant. J'ai 35 ans, j'ai dû commencer à m'intéresser à la politique à 15 ans. Voilà. Et je suis engagé à France Écologie depuis une dizaine d'années. Donc c'est un parti qui a été fondé en 2004, donc il y a 20 ans. On fête nos 20 ans cette année, par Isabelle Jacono, et qui est sur une écologie, on va dire, des solutions, une écologie pragmatique, à contrario souvent de ce que font Europe Écologie Les Verts, anciennement Les Verts. Une écologie qui est très marquée à gauche. Nous, on est plus marqué au centre, centre droit, voire droite. Et là, pour le coup, on est aux élections européennes sur une liste d'union et de rassemblement de nombreux mouvements qui s'appelle Écologie positive et territoire, voilà, qui regroupe France Écologie, mais aussi d'autres partis écologistes, animalistes, régionalistes et citoyens. Voilà. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé tout de suite de la liste dans laquelle France Écologie participe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus déjà? Est-ce que vous pourriez rappeler votre position dans les sondages actuellement? Qui compose cette liste pour qu'on ait une meilleure point de vue sur votre liste? Alors, la liste Écologie positive et territoire, elle est menée par Yann Verling. Yann Verling est vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique et énergétique. Il a fondé il y a peu un parti qui s'appelle Écologie positive, c'est le début du nom de la liste, qu'il a fondé en novembre 2022 de mémoire. Voilà, et il a souhaité faire une liste de rassemblement de l'écologie non NUP, en fait, donc l'écologie hors ELV, Génération Écologie, etc. Donc, elle rassemble France Écologie, dont je vous ai parlé à l'instant, le mouvement Les Universalistes, Homme, Animaux, Nature, qui s'appelait auparavant le mouvement Homme, Animaux, Nature, qui a été fondé, lui, en 1996, de mémoire, qui aujourd'hui est dirigé par Aloïs Langrousseau. Le Trèfle, les écologistes du Trèfle, qui ont été fondés en 1993, qui, eux, sont assez marqués à droite. Les universalistes étaient assez marqués gaullistes. Le Trèfle a la particularité d'être le premier mouvement politique à avoir mis la cause animale en politique. Il y a Cap 21, qui est le parti dirigé par Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, et par Chantal Cutajar. Il y a le Mouvement pour les animaux, qui porte bien son nom, c'est un mouvement qui défend les animaux. Il y a également le mouvement 100% citoyen, qui est un parti à l'origine lyonnais, mené par Éric Lafont. Et enfin, le parti basque, EAJ-PNB. Voilà, c'est un parti régionaliste basque. Voilà. Que vous dire de plus sur un peu qui compose cette liste? Il y a 81 candidats. On a déposé notre liste mardi dernier. Entre autres, qui on pourrait citer? On pourrait citer Dominique Julien Labruyère, qui dans la région est un petit peu connu parce que c'est l'un des cofondateurs du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Nous avons Jean-Jacques Ayagon, l'ancien ministre de la Culture, qui clôture notre liste pour la parrainer. Et après, il y a beaucoup de personnalités, il y a tous les présidents de partis. Isabelle Jacono est 4e sur la liste, Catherine Bompard pour le mouvement pour les animaux est 6e, Aloïs Langrousseau 7e, enfin voilà.
Notre liste est composée de nos partis, de quelques candidats issus de la société civile. On a par exemple Clément Riquet, qui est un élu de Bordeaux, de Toulouse. On a aussi un élu de Bordeaux. On a un élu de Toulouse qui est en dehors de nos partis, mais qui nous a rejoints. Donc, notre liste est ouverte à la société civile, aux citoyens et à l'ensemble de nos partis. Voilà. Très bien. On a un petit problème technique, excusez-nous. C'est pas grave, ça arrive. Donc, c'est justement être du centre droit, voire de la droite. Et en général, on associe souvent l'écologie à la gauche. Qu'est-ce qui vous distingue de l'écologie habituelle par rapport à l'écologie qu'on voit dans d'autres partis, par exemple Europe Écologie Les Verts, etc. Alors, notre liste n'est pas une liste de droite, hein. On est une liste qui va, on va dire, du centre-gauche, de la droite de la gauche mélenchonienne à la gauche de la droite radicale, Marine Le Pen et compagnie. Donc, on va du spectre d'un parti qui est plutôt de centre-gauche, qui est Cap 21, jusque justement au Trèfle, qui est un parti qui se revendique toujours de droite. Et entre les deux, il y a Écologie Positive qui est centriste, France Écologie qui est entre le centre et la droite, etc. Qu'est-ce qui nous différencie? Justement, on pense, on est même certain, que cliver l'écologie à gauche n'est pas une solution. La cliver à droite non plus. Il ne faut pas que l'écologie n'appartient pas à un bord politique, elle appartient à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble du spectre politique. Et donc, il faut que l'ensemble du spectre politique s'intéresse à cette question et l'intègre dans ses programmes. C'est pour ça que nous, on a intégré l'écologie, on est de droite ou on est du centre et on a intégré l'écologie. Première chose, on ne peut pas limiter l'écologie à la gauche. Surtout, ces dernières années, à l'extrême gauche. Moi, mon avis personnel, c'est que Jean-Luc Mélenchon est maintenant devenu d'extrême gauche. Donc, il ne sera jamais élu, je l'espère en tout cas. Peut-être certains d'entre vous l'espèrent, mais moi j'espère qu'il ne sera jamais élu. Et donc, si c'est lui qui doit faire l'écologie et que lui, on ne fera jamais d'écologie. Premier sujet. Deuxième chose qui nous différencie avec les Verts, c'est quand on les écoute, ils sont en permanence dans la culpabilisation et dans l'angoisse. En permanence. Tout est foutu. Donc, je ne vois même pas pourquoi on se bat, on va tous mourir. Ce qui est d'ailleurs un fait, on va tous mourir un jour. Hein. Pas plus ou moins vite. Mais avec eux, tout est foutu, ou il faut revenir au Moyen-Âge. C'est un peu exagéré, peut-être ce que je dis, mais ils vont très loin dans la décroissance qui est économiquement non fondée, non calculée, non réfléchie, enfin, c'est pas sérieux. On parle de décroissance, mais il y a très peu d'économistes et très peu de personnes qui ont réellement réfléchi à ce sujet et qui ont réellement produit des documents permettant d'envisager que ce soit faisable de décroître. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que si on culpabilise les gens en permanence, ils ne font plus rien. Donc, en fait, c'est un retour en arrière. Au lieu de progresser, on régresse. Si on leur fait peur, de toute manière, quitte à mourir, pourquoi s'embêter? Donc, on ne fait plus rien. Et quand on fait des propositions qui ne tiennent pas debout, de toute manière, elles ne sont pas réalisables. Donc, si elles ne sont pas réalisables, on ne progresse pas non plus. On est plutôt sur l'écologie des solutions. On n'est pas... j'aime bien prendre l'exemple du nucléaire. On n'est pas pro-nucléaire ni anti-nucléaire. Eux sont anti. Il faut arrêter les centrales, on ferme tout et on met des éoliennes partout. Pour les paysages et pour la biodiversité, ce n'est pas pour autant une très bonne solution. Mais, et limite, on rouvre le charbon. Ça sera une transition, ce qui n'est pas non plus très bon pour le CO2. Nous, on n'est pas non plus pro, il faut arrêter le renouvelable ou arrêter le charbon, mais faire que du nucléaire. Non, nous, on est pour un vrai mix énergétique, une vraie politique énergétique où il y a du nucléaire, où il faut développer le renouvelable, développer le gaz vert, essayer d'avoir des politiques qui permettent de réduire la consommation énergétique pour sortir des énergies fossiles et décarboner la société. Donc, c'est en fait une vision plus construite, j'ai envie de dire. Hein. Les Verts aiment bien parler de déconstruction. Moi, je parle de politique construite, quelque chose qui est cohérent, qui soit un vrai programme applicable. Moi, vous êtes à Versailles, moi je suis à Jouan-Josas, je suis votre voisin. Moi, je pense souvent au maire d'à côté, maire de droite, hein, Pascal Thévenot, qui était le premier maire de France à mettre en place une vraie centrale de géothermie dans sa commune et qui a beaucoup moins subi que les autres l'inflation des prix de l'électricité parce que lui, il a une vision, il s'est dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour être autonome d'un point de vue énergétique sur la chaleur, hein, parce que ça ne crée que de la chaleur,
tout en préservant l'environnement. Il ne se revendique pas comme un maire écolo, hein, il se revendique comme un maire de droite, et pourtant il a fait de l'écologie concrète. Moi, je prends l'exemple d'un voisin, mais parce que vous, ça va peut-être vous parler aussi, Vélizy. Ça, c'est un peu ce que nous, on prône à l'échelle de l'Europe, et à l'échelle de la France aussi, pour France Écologie, pour Écologie Positive, pour un certain nombre de mouvements. C'est faire des propositions concrètes, des solutions applicables, tout de suite. On fait déjà ses pas, on fait déjà ce qu'on peut, et les gens qui font un peu, je pense là aux agriculteurs, les agriculteurs, j'en connais beaucoup, j'ai l'occasion souvent de me balader à travers la France, ils font plein de choses. Mais quand on écoute les Verts, c'est les plus gros pollueurs, c'est les méchants, ils se foutent de tout le monde, tout ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité. La plupart des agriculteurs crèvent la dalle. Donc, s'ils pensaient qu'à ça, ils feraient un autre métier, en fait. Donc, si on leur dit qu'ils sont nuls, que c'est les pollueurs, qu'ils ne font rien, ils vont arrêter tout, ils vont utiliser du glyphosate à tir-larigot, ils vont faire n'importe quoi. De toute manière, quoi qu'on fasse, c'est jamais assez bien. Donc, je pense que ce discours, c'est contre-productif. La sincérité d'Europe Écologie Les Verts, je les crois. Ils sont sincères. J'en connais beaucoup des militants de ELV. Ils sont sincères, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leur mode d'action, leur méthode et même leurs propositions sont totalement contre-productives. Voilà. Je vous entends pas. C'est ça, c'est à l'église, en fait. Justement, que vous appelez écologie positive, le fait que l'écologie doive finalement ne pas être contre-productif pour les citoyens. Ne pas être contre-productif pour les citoyens, mais même pour la planète. En fait, positif, c'est à l'inverse de négatif. C'est notre but, c'est de rassembler les gens et de les impliquer, qu'ils se sentent dans la démarche. Première chose. Et ensuite, que les mesures qu'on propose, que les Verts diront totalement inefficaces, alors que bon, ils l'ont pas prouvé, mais que les mesures que l'on propose soient acceptées par les citoyens. S'ils ne les acceptent pas, ils ne les appliqueront pas. Et donc, on peut avoir les meilleures idées du monde, si personne ne les applique, ça reste une théorie. Voilà. Et surtout, on voit aujourd'hui, électoralement, les Verts s'effondrer de plus en plus, se communautariser de plus en plus, de se ranger dans un segment électoral qui parle de moins en moins d'écologie, mais de plus de questions de société clivantes et souvent d'ailleurs antinomiques les unes avec les autres. Et je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour l'environnement. Parce que je suis d'accord avec eux sur un constat, il y a une urgence à faire des choses pour protéger notre environnement. Que ce soit le climat et la biodiversité. On parle souvent de climat, on oublie souvent la biodiversité qui est essentielle, qui se détruit de jour en jour. Donc, vous parlez de ce côté d'écologie positive, mais est-ce que, vous dites qu'elles doivent être acceptées, quel moyen est-ce qu'on pourrait envisager pour qu'elles le soient? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écologie est un sujet qui préoccupe. Pour autant, on est tous réticents, en tout cas, je pense qu'une grande partie de la population est encore réticente à vraiment mettre des efforts concrets assez importants en place. Qu'est-ce que vous voyez comme solution pour motiver, pour rendre l'écologie attractive d'une certaine manière? Mais vous avez tout dit, en fait. Le discours écolo de la gauche et de la gauche radicale depuis des années et des années et des années vous a mis en tête que faire de l'écologie, c'était faire de gros efforts. Et donc, vous vous dites, bon, je ne sais pas quoi faire, donc du coup, je ne fais rien. Je ne dis pas que vous ne faites rien, hein, mais c'est le réflexe qu'on a. On se dit, de toute manière, c'est foutu. Et c'est dramatique. En fait, ce qu'ils ont réussi à mettre dans la tête des gens, c'est qu'on n'arrive plus à se dire qu'on peut faire des efforts, faire des choses. C'est jamais assez bien. Non, c'est déjà bien. Fais ce que tu peux déjà. Voilà. Et après, on verra si tu peux faire le niveau d'au-dessus. Par exemple, moi, on entend souvent qu'il faut réduire la consommation de viande. Bon, après, vu le prix qu'elle coûte en ce moment, c'est facile. Mais on dit aux gens, il faudrait manger moins de viande. Nous, c'est ce qu'on dit. Il faut manger un peu moins de viande. Voilà. Et de la meilleure qualité. Et faire attention d'où elle vient. Et si possible, à coût raisonnable pour son propre portefeuille. Les Verts, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Une grande partie des Verts ou des animalistes un petit peu radicaux. Il ne faut plus manger de viande du tout. Je peux vous dire, j'ai beaucoup d'amis. Moi, je mange un peu de viande. Je ne pourrais même pas devenir vegan parce que j'adore le fromage. Mais bon, plus manger de viande, j'en mange moins. Je mange moins. On fait tous des efforts pour en manger moins. Avec les Verts, il ne faut plus manger du tout. J'ai des amis qui disent, non mais attends, t'es fou toi, plus jamais de viande. Non mais non. Et ils ne pensent pas d'ailleurs aux conséquences sur la biodiversité, sur les animaux en question.
si on arrête de manger de la viande, bah, à court terme, on n'aura plus de vaches dans le monde. Parce que les vaches n'ont d'utilité, finalement, que de faire du lait ou de faire de la viande. Même si c'est des animaux très sympathiques, mais concrètement, quel éleveur va s'occuper de vaches, va les reproduire pour ne rien en faire? Parce qu'il ne faut surtout pas les exploiter. Donc ça, c'est un exemple. Si vous donnez un objectif qui est l'arrêt total de consommation de viande et de produits issus d'animaux, vous perdez la moitié, voire les 3/4 de la population de France, d'Europe et encore plus du monde. Sur les déplacements, on dit qu'il faut moins utiliser sa voiture, il faut moins émettre de CO2 avec sa voiture. Donc tous ceux qui prennent leur voiture sont des méchants pollueurs. Bon, bah, donc, qu'est-ce que c'est la solution? Il faut rester chez soi, 100% de télétravail, on ne sort plus, on ne voyage plus, on ne voit plus rien. Les gens n'adhèrent pas. Les gens ne peuvent pas adhérer à ça. Moi, quand j'entends Jean Covici qui nous dit faut prendre l'avion 3 fois dans sa vie, j'ai envie de lui dire, bah, Jean-Co, c'est très bien. Hein. Moi, à part pour le boulot, je l'ai pris déjà 3 fois. J'ai pris 3 fois l'avion dans ma vie. J'ai 35 ans, donc ça va, je pense que je suis un bon ratio. Hein. Pas beaucoup pris l'avion. Mais toujours pour le boulot, jamais pour le perso. Je dis 3 fois, ça me va très bien. Moi, par contre, je fais 20 000 km de voiture par an parce que j'ai un boulot où je n'ai pas un seul lieu de travail, j'en ai plusieurs, je me déplace beaucoup. Donc moi, par contre, me passer de la voiture, c'est quasiment impossible. On était à Strasbourg le 9 mai pour la journée de l'Europe avec plusieurs colistiers. Il y a un colistier qui, lui, habite Paris, il n'a pas de voiture, son bilan carbone en voiture, il est de 0, donc lui, il supprime la voiture, il s'en fout totalement. Par contre, il prend l'avion 10 fois par an. Et eux, sur lui, on supprime l'avion, il arrête de voter pour nous, il ne fait plus d'écologie, c'est plus la peine. Moi, on me dit, t'arrêtes de prendre la voiture. Ah bah non, comment je fais pour aller travailler? Je ne peux pas. Je ne peux pas. On me dit, tu prends une voiture 100% électrique. Je dis, je ne peux pas. J'habite un appartement en rez-de-chaussée, dans une ville, où il n'y a pas de borne de recharge à proximité de chez moi. Je ne peux pas avoir une voiture électrique. Donc, pensez à faire des propositions qui sont réalisables pour les gens. Si vous dites aux gens, ne plus rouler ou qu'en voiture électrique et ne plus prendre l'avion, vous les perdez. Parce que dans le spectre de la population, vous aurez des gens soit qui prennent l'avion, soit qui ont besoin de leur voiture. C'est un exemple tout simple. C'est des exemples sur tout, en fait, sur la consommation de viande, sur le transport, sur la consommation de produits bio ou pas bio, du local ou pas du local, de saison ou pas de saison. Il faut encourager les gens, il faut encourager les entreprises. Il y a des mesures fortes à prendre, des mesures qu'on prend, par exemple, pour protéger notre agriculture et aider les gens à pouvoir consommer de saison et local, c'est d'empêcher en fait qu'en France et en Europe soient importés des produits qui ne respectent pas nos normes, par exemple. Voilà. Mais je suis d'accord avec, enfin, j'entends totalement ce que vous dites et je sais d'ailleurs, en fait, ça fait écho, je pense, à l'expérience personnelle. Enfin, vous savez que Terra Hoche, c'est le club écologique du lycée Hoche. C'est vrai qu'on a tendance souvent à avoir ce type de retour du fait que c'est vrai que c'est difficile. Donc, je pense que c'est vrai que votre point de vue répond à notre expérience. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faudrait un changement systémique, que les petits gestes, manger peut-être de la viande un peu moins, est-ce que ça serait suffisant pour vraiment régler le problème des émissions de dioxyde de carbone? Est-ce qu'il ne faut justement pas une véritable rupture avec le système actuel pour être sûr de survivre d'une certaine manière? Faut-il pas sacrifier une certaine partie de notre confort? Alors, j'entends votre question. Je pense qu'il faudrait avoir un côté médium pour pouvoir vraiment y répondre. Moi, je vais vous répondre en vous posant une autre question. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on aura un jour un vote d'adhésion à une rupture de la démocratie, à une rupture de la liberté? Parce qu'en fait, si vous dites il faut un vrai changement systémique, il faut donc que quelqu'un arrive au pouvoir et interdise des choses qui sont aujourd'hui et depuis des siècles considérées comme une simple liberté individuelle. Je pense que ça ne tient pas 3 jours. Je pense que ça finit en révolution très rapidement. Donc, il vaut mieux faire des petits pas que rien. Les petits pas ne suffiront peut-être pas, et d'ailleurs, notre liste n'est pas une liste de petits pas, on a des mesures très concrètes et qui sont, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, interdire les produits, l'importation de produits qui ne respectent pas nos normes, parce qu'on ne peut pas demander à nos agriculteurs français et européens de faire quelque chose et de faire venir sur le territoire des produits qui ne font pas du tout ça. Mais aussi, pour répondre à votre question, il faut, je pense, toujours prendre un peu de hauteur. Là, on est en élection européenne, on parle de l'Union européenne, et on est en France, donc on pense à notre pays, la France. Si la France, ou même l'Europe, change radicalement son modèle de société,
Après, il faut aller dire ça aux Polonais qui n'ont pas du tout le même niveau de développement, aux Roumains, à d'autres pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne, qui ont un niveau de revenus un peu plus faible, de changer drastiquement leur vie et de réduire encore leurs revenus, leur pouvoir d'achat et leur liberté. Pas certains qui soient tous d'accord. Mais si demain, l'Europe fait tous les efforts du monde, fait la politique de ELV de A à Z, avec les États-Unis et la Chine et la Russie, bon, bah, ça ne changera rien. Eux, ils vont multiplier par 2 leurs émissions, ils n'ont rien à faire. Donc, ce n'est pas un changement radical qui risque, en plus de ne pas durer et de ne pas marcher en France, qui permettra de changer les choses. Par contre, montrer que par l'innovation, par la recherche scientifique, par le travail, par la sensibilisation, par l'éducation, avec le temps, en encourageant les efforts de tous, on arrive à faire évoluer les choses. On voit bien, moi je suis d'une génération, moi j'ai découvert le lancement du bio. Ça existait il y a très très longtemps, quand nos grands-parents ou arrière-grands-parents pour vous faisaient des fruits et légumes, ils étaient bio, ils n'avaient pas de pesticides, ils n'avaient rien. Aujourd'hui on est revenu, moi j'ai vu les premières enseignes de magasins bio, les premiers rayons de magasins bio qui étaient tout petits. Et on m'a toujours dit ça ne marchera jamais. Personne n'en... C'est beaucoup trop cher, on ne le fera pas, ça va durer 15 jours, c'est un effet de mode. Ça fait 15 ans. Aujourd'hui, les rayons bio sont énormes, ce qui est d'ailleurs un problème pour les magasins bio qui, du coup, n'ont plus de clientèle vu qu'ils trouvent les mêmes produits dans la grande surface d'à côté. Les produits bio sont rentrés chez les petits primeurs, sont rentrés dans les petites épiceries, sont rentrés partout. Il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ne font que du bio. Et il y a une telle demande, il y a une telle connaissance de ce produit que le citoyen, c'est plus juste une élite qui consomme bio, c'est l'ensemble de la population. Ce qui a réduit d'ailleurs le coût du bio. Un certain nombre de produits, le bio aujourd'hui est quasiment au même prix que du conventionnel. Je pense que c'est aussi par cette vision, pas que du consommateur, mais de l'entraînement collectif, qu'on arrive à faire changer les choses. Ce n'est pas en l'imposant brutalement. Nulle part dans l'histoire, dans le monde, un changement brutal a réellement fonctionné. Merci beaucoup pour vos réponses. On a posé les questions les questions que Paul et moi voulions poser sont posées. Maintenant, on aimerait demander au chat Twitch et au public si vous avez des questions autres que vous voulez poser, s'il y a des choses qui vous intéressent. Par rapport à la présentation qui vient d'être faite, et ensuite on passera au prochain segment. On a une question ici. Alors, comment est-ce qu'il prévoit de concilier la protection de l'environnement avec les besoins économiques et sociaux, parce que c'est quand même Est-ce que vous l'avez entendu? Pas du tout. Comment est-ce que vous prévoyez de concilier l'écologie avec les besoins économiques et sociaux? Ça, c'est une très bonne question. Je remercie à la personne de nous l'avoir posée. Alors justement, notre liste, ce qui fait un peu différence avec les autres listes écolo, et là, je ne pense pas qu'à la liste d'Europe Écologie et Verts, parce qu'il y a aussi d'autres listes écologistes qui se présentent, c'est qu'on est une liste qui pense réellement qu'il est indispensable d'associer le monde économique à la politique environnementale. On ne peut pas faire de politique écologique sans le monde économique. Donc, comment on peut concilier les deux? Pour parler déjà sur la partie environnementale, économique, c'est en allant parler aux acteurs économiques. Si on pense le programme dans notre coin, c'est pas la peine. Nous, sur notre liste, on a des gens qui sont des entrepreneurs, pas des industriels, mais en tout cas des entrepreneurs. Et aujourd'hui, c'était l'objet d'une conférence de presse qu'on a fait ce matin. On a décidé de lancer un sondage. Il y a des candidats qui font des sondages pour eux, pour savoir si les gens vont voter pour eux. Nous, on a décidé de faire un sondage auprès d'Aris Interactive afin de savoir si nos propositions, finalement, avaient un sens. On a posé 3 questions. Je vais aller très vite sur les 2 premières. Est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire, en gros? Est-ce que les électeurs français sont pour ou contre le nucléaire? Une autre sur la laïcité. Et la 3e, c'est pensez-vous qu'il faille associer le monde économique aux politiques écologiques? Sur cette question, 80% des Français disent oui. Donc, et pour toutes les autres questions, globalement, le sondage démontre que nos propositions vont dans le sens de ce que pensent les Français. Donc, nos propositions, on les a écrites avant de faire ce sondage. Donc, on se rend compte qu'on est finalement assez en phase avec les Français et avec les attentes des électeurs écologistes, mais pas que. Et donc, oui, il faut associer le monde économique aux réflexions. C'est souvent ce qui est reproché d'ailleurs aux écolos, c'est qu'ils n'associent pas le monde économique. Donc, la meilleure méthode, à mon sens et à notre sens,
pour réussir à entraîner avec nous le monde et répondre aux enjeux du monde économique, c'est en les intégrant dans la réflexion et dans les décisions. Finalement, le monde économique, c'est un peu le pendant, et je vais faire la même réponse pour le monde citoyen, c'est d'associer les gens, faire de la concertation, faire une nouvelle version de la démocratie. C'est un peu aussi ce que défend beaucoup le mouvement 100% citoyen qui est avec nous. C'est d'associer mieux les gens, comme je disais tout à l'heure, qu'ils soient d'accord avec les propositions qu'on fait pour les accepter et les mettre en œuvre. Ben, c'est pareil pour le monde économique. À mon sens, c'est comme ça que l'on peut associer et répondre à leurs enjeux. Il faut les écouter. Nous, depuis le début de la campagne, et c'était pour ça qu'on a eu du mal à avoir un créneau avant, j'étais en déplacement justement dans le sud de la France, aux côtés de Diane Verling et de nombreux autres colistiers. On allait se balader un peu partout, à Toulon, dans Aix-en-Provence, dans le Luberon, etc. Et on est à la rencontre tant de travailleurs, de patrons, que de fermiers, que d'agriculteurs, viticulteurs, enfin plein de monde, pour justement aller chercher leur aspiration, pour pouvoir nous nourrir de leurs besoins, de leurs enjeux, pour que notre programme soit le plus pertinent possible. On ne fait pas l'inverse. C'est pas on a nos idées, on est sûr de nous. Voilà, moi je sais comment ça se passe, je vis dans les Yvelines depuis toujours, donc je sais comment le monde fonctionne, bien évidemment. Et ben non, avec nos idées, on va dire aux gens, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Non, on a une idée, on a un objectif. L'objectif, on a tous le même, réduire les consommations de CO2, réduire la pollution, réduire la perte de biodiversité. Là, les objectifs, on les a. C'est la méthode employée qui change. Notre méthode, c'est d'aller à la rencontre des gens et de travailler avec eux pour que les idées viennent de la base, viennent du terrain, viennent du concret. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Très bien. On a une autre question du public, donc. Comment est-ce que vous voulez lier l'écologie et l'économie? Parce que l'économie, souvent, elle cherche seulement le profit et elle ne prend pas trop en compte les questions écologiques. Donc, comment est-ce que vous voulez convaincre les acteurs économiques d'accepter vos propositions? Là, j'ai entendu. Alors, j'ai envie de dire, détrompez-vous. Détrompez-vous. Beaucoup d'acteurs du monde économique se préoccupent de la planète pour deux raisons. Parce que la perte en biodiversité, les problèmes climatiques, quand vous êtes confronté sur votre territoire en permanence à des inondations, je peux vous dire, votre assurance d'entreprise, elle flambe. Donc, ça vous coûte beaucoup d'argent. Et votre activité elle peut être arrêtée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et vous perdez d'autant plus d'argent. Donc, au contraire, beaucoup de gens dans le milieu économique qui voient l'écologie comme une nécessité pour maintenir leur capacité à faire du profit et à gagner de l'argent, parce que c'est effectivement le but du monde économique. Et pour moi, ce n'est pas un défaut d'ailleurs de chercher à faire du profit quand on crée une entreprise. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi pour se faire un revenu. Et ensuite, ce que nous, on dit à ceux qui sont pas réticents, mais qui se posent des questions sur la possibilité de continuer à faire autant de profits malgré une politique écologique, si on leur parle du coût écologique, non pas direct pour la société, mais pour la société dans son ensemble, et qui, de fait, aura un coût pour leur société. Si les gens, si la population, si les citoyens ont d'autres problématiques liées au climat, aux températures, aux moyens de déplacement, etc., et bien peut-être que ça va impacter leur modèle économique à eux, et ils vont perdre des clients. Donc ils ont tout intérêt à faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible sur le climat, sur la biodiversité ou sur diverses choses qui concernent la protection de l'environnement, afin de garder leur clientèle et leur business plan, en fait, que leur modèle économique soit stable. Donc, entre ceux qui ont une vraie politique de protection de l'environnement, et là, c'est le consultant qui parle, parce que j'accompagne des sociétés dans leur démarche de management de l'environnement, ISO 14001, j'ai rencontré des sociétés, des trucs énormes. On n'aurait pas cru du tout, d'ailleurs, moi, sur le papier, j'aurais pas cru du tout qu'ils veuillent faire de l'environnement. Et ces gens-là, je pense à une entreprise, je ne peux pas citer pour des raisons de confidentialité, produit quelque chose qui est à la base polluant. Toutes ces usines sont 14001 parce que c'est assez nécessaire de mettre sur le marché d'être 14001. Mais il a décidé d'imposer à tous ces sièges, à tous ces locaux de bureaux, cette norme, en disant « J'impose ça à tout le monde. Nous, on n'a absolument pas besoin dans les sièges d'être ISO 14001, mais moi, je veux que les efforts que je demande à mes ouvriers dans les usines
eh ben, les gens des bureaux qui sont dans des très beaux bureaux, dans les très beaux quartiers de l'Ouest parisien, eh ben, ils les fassent aussi. Parce que je veux réduire mon impact, parce que bon, je sais qu'il y a un impact. C'est une boîte dont le chiffre d'affaires se compte, il y a 7, 8 zéros. C'est énorme. C'est une énorme société. Mais elle a, partout en France et en Europe, elle veut que ces bureaux soient ISO 14001. Ça n'a aucun intérêt marketing, mais ils le veulent. Ils veulent réduire leur empreinte. Il y a des très grands groupes que je connais qui sont ISO 14001, qui veulent s'y mettre. Je connais beaucoup d'entreprises là, dans le milieu médical. Ils sont ISO 9001, management de la qualité, donc satisfaction client, patient, etc. Et ben, ils veulent aussi se mettre à l'ISO 14001 parce qu'ils veulent, sont dans un secteur qui consomme beaucoup d'énergie, qui produisent beaucoup de déchets, et ils veulent au maximum essayer de valoriser ces déchets, réduire leur empreinte. Il n'y a aucun intérêt économique, il n'y a aucun intérêt commercial, parce que les gens, quand on va faire une radio ou une prise de sang, on ne choisit pas son labo ou son centre d'imagerie parce qu'il est 14001 ou pas, mais ils veulent faire cette démarche parce qu'ils ont une conscience et qui savent que c'est important de protéger l'environnement pour leurs patients, pour tout le monde, pour eux, pour leurs salariés. Donc, je crois que le monde économique, il n'est pas si fermé que ça. Il y a des secteurs dans le monde économique qui sont fermés. Et ces gens-là, on ne les convaincra pas. C'est leurs successeurs qu'on pourra convaincre. Mais il y a des patrons de grandes entreprises qui ont décidé de rien avoir à faire. Ils n'en auront jamais rien à faire. On ne pourra pas les forcer. Et si on essaie de les forcer, ils délocaliseront d'un pays qui ne les forcera pas. Petite précision qu'on aimerait avoir vis-à-vis de ce que vous avez dit, parce que ici, tout le monde ne comprend pas ce que c'est, que le 154 000. Le 14 000. Le ISO 14001. Ah, l'ISO 14001. Pour vous la faire courte, l'ISO 14001, c'est une norme internationale, une norme ISO. En France, c'est une norme que je vous invite à aller sur Google et chercher ISO 14001, vous verrez. C'est une norme qui est donc diffusée par la FNOR. Dans tous les pays, ils ont leur organisme qui diffuse les normes. C'est une norme c'est le monde entier qui s'est mis d'accord. C'est un collège de personnes, d'entreprises, de publics, privés, d'institutionnels, qui se mettent d'accord sur une norme où on décide de mettre en place un système de management qui soit en faveur de l'environnement. Ça va être, je vais vous donner 2 exemples. Vous devez estimer tous vos impacts environnementaux. Tous. Dans une entreprise, j'achète des stylos, donc alors les stylos, ça va me créer des déchets du produit fini, mais alors la livraison, ça me crée des déchets de transport, ça me crée des déchets de carton, ça me crée des déchets de plastique, vous listez tous vos impacts environnementaux. Et ensuite, vous mettez en face, vous essayez de mettre en place des actions, des mesures pour réduire ces impacts. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, c'est tout un système de non-conformité. J'aurais dû faire ça, finalement, ils n'ont pas respecté la procédure, c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce que je mets en place pour qu'ils la respectent? C'est des normes qualité. Bientôt, vous rentrerez sur le marché du travail et vous verrez, les personnes comme moi, vous les détesterez. Voilà. Oui, très bien. Donc, merci pour vos réponses. Maintenant, on va passer à la seconde partie de l'interview. C'est une partie très simple. On va simplement vous poser une série de questions auxquelles vous devrez répondre en 1 ou 2 phrases afin qu'on ait vos opinions clairement et qu'ensuite on puisse rebondir dessus, le public, le chat, nous. Donc, je vais commencer à poser les questions. Donc, la question écologique peut-elle être résolue par la politique? Il faut faire court. Pas que. Oui, mais pas que. Il n'y a pas que la politique. La politique est nécessaire, mais ne peut pas tout faire. Quel est le secteur le plus important dans la transition écologique? L'industrie. À quel rythme faut-il s'affranchir des énergies fossiles? Pour faire court, s'il faut faire court, je dirais 2050, mais avec des guillemets. Avec des guillemets. On ne pourra jamais s'en passer à 100%. La décroissance est-elle envisageable? Non, ça c'est simple. Pour réussir la transition écologique, faut-il restreindre les libertés individuelles? Non, ça ne marchera pas.
Ce n'est pas souhaitable dans ma philosophie politique, en tout cas. L'Union européenne est-elle le levier le plus puissant face aux enjeux écologiques? C'est un levier puissant, ce n'est pas le seul. L'Union européenne est-elle trop focalisée sur l'économie par rapport à l'écologie? Je ne dirais pas ça. L'Europe fait beaucoup voudrait faire beaucoup pour l'environnement. La France surnormative derrière, mais après, c'est la vision dont les gens ont de ce que fait l'Europe pour l'écologie qui est mal perçue. Et c'est l'économie qui est très mise en avant par les médias, par les gens, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un tel delta entre les deux. Une question plus actuelle maintenant. Faut-il changer la politique agricole commune? Alors, je vais répondre court, mais la réponse, si vous voulez que je développe, ça sera beaucoup plus long. Oui, il faut la faire évoluer, bien évidemment. Et enfin, quel aspect de la politique écologique européenne changeriez-vous en priorité? Politique énergétique, peut-être. Et je précise, c'est des réponses très personnelles, du coup. Ça, je suis candidat de la liste, hein, mais pas sûr que tous les candidats auraient classé les choses dans le même sens. Donc, on a une question du public qui va pouvoir être posée. Oui, une question. Quel est votre avis sur l'aviation d'affaires? Donc, quel est votre avis sur l'aviation d'affaires? L'aviation d'affaires. Ah, ça, on a dû appeler Jean Covici pour ça. Probablement une des sources d'émissions de CO2 les plus importantes du monde aérien, qui se réduit de plus en plus. Je veux dire, en tout cas, c'est ce que je vois dans mon milieu professionnel. Moi, je me déplace très peu en avion pour le boulot. Hein. Enfin, je vous dis 2 fois pour le boulot dans ma vie depuis 10 ans. Donc, c'est pas quelque chose de régulier pour moi. J'ai beaucoup de collègues qui se déplaçaient souvent, qui faisaient d'ailleurs ce qu'on appelle des vols internes. Paris-Nice, enfin tout ça. Ça se réduit de plus en plus. Maintenant, on fait ce qu'on est en train de faire là. On fait des visios. Donc, c'est une source de pollution importante. Ça peut, je pense, parfois être évitable. C'est-à-dire qu'on peut justement, par la nouvelle technologie, éviter de devoir se voir physiquement. À une époque, quand même, les gens faisaient 5 heures d'avion pour aller à l'autre bout de l'Europe, juste pour une réunion qui durait 2 heures. Bon. Alors, si derrière, ils ne faisaient pas de tourisme et qu'ils ne profitaient pas du coin, franchement, c'était une émission de CO2 énorme pour pas grand-chose. Donc, il y a un travail à faire là-dessus, justement, pour accompagner les entreprises à essayer de réduire au maximum ces vols d'affaires qui sont inutiles. Après, il y en a qui sont nécessaires, indispensables. Je vais donner un exemple personnel. Moi, je suis allé une fois, dans le cadre du travail, faire un audit qualité en Chine, à Shenzhen, juste à côté de là où le Covid a commencé. Et c'est un audit où il fallait que j'aille voir les machines, il fallait que j'aille parler aux gens, parler en anglais, c'était très drôle pour moi, surtout sur des choses aussi techniques que le sujet sur lequel j'y allais. Et je n'avais pas le choix que d'aller en Chine. Enfin, et à part l'avion, personnellement, je n'avais pas d'autre alternative. Hein. Je ne me voyais pas y aller en train, encore moins à pied. Pas en voiture, j'aime bien la voiture, mais là, ça faisait un peu loin. Donc, il y a des voyages d'affaires qu'on n'a pas le choix de faire. Il faut les réduire au maximum. Il faut faire en sorte que les avions soient pleins. C'est une évidence pour éviter d'avoir des avions qui tournent à vide. Il y a peut-être même des règles à faire évoluer sur le monde aérien pour éviter que des compagnies maintiennent des vols coûte que coûte, parce que sinon ils perdent plus d'argent à l'annuler qu'à le faire tourner à plein, à vide. Donc voilà. Voilà mon avis. C'est une grosse source de pollution. On va pas le nier. Mais on ne peut pas dire, demain, il faut arrêter les avions. On ne peut pas interdire les avions, on ne peut pas interdire les gens de se déplacer, on ne peut pas interdire les gens qui commercent, qui travaillent, de se déplacer, aller voir leurs clients ou leurs fournisseurs, ce qui peut d'ailleurs être souvent nécessaire. Il faut aller voir ses fournisseurs, ses fabricants. S'ils sont loin, ils sont loin. Après, il y a une autre solution, une autre idée, c'est faire partie de notre mentalité, c'est aussi de rapprocher les productions des lieux de consommation. Et donc, en théorie, les voyages d'affaires se réduiront de fait aussi. Merci pour cette réponse. Dans le public, on a justement une réaction par rapport à ce que vous avez dit, une question qui est liée. Allez-y. Alors, par exemple, tout à l'heure, vous disiez aussi pour les transports, il faut être
pragmatique, mais pour l'instant, les différences de prix, par exemple, entre l'aviation et le transport ferroviaire sont quand même énormes. Est-ce que vous avez des projets par rapport à ça? J'ai pas tout compris. J'ai compris, je pense, le grand, mais j'ai loupé un bout. Il y a des différences énormes entre les prix du transport aérien et du transport ferroviaire, et ça montre un peu les différences des différents moyens de transport d'un point de vue notamment économique. Et est-ce que vous avez des choses à faire à ce propos? Alors, vous savez, là, on parle de prix fixés d'un côté en France à SNCF et de l'autre côté, le prix fixé par des compagnies privées. Alors, on peut jouer sur les taxes sur le kérosène, hein, qui sont différentes. Ça ne fera pas de mal à l'économie française. Donc, on peut jouer là-dessus. Je pense que, bien sûr, augmenter le prix des billets d'avion intra-France est une solution. Enfin, faire en sorte que le prix augmente, parce qu'après, il faut que les professionnels l'augmentent vraiment. Ils peuvent aussi vous réduire encore plus le confort, vous serrer encore plus dans l'avion, réduire le personnel, payer de moins en moins cher les pilotes d'avion. Enfin, il y a plein de solutions pour que le low cost continue à proposer des prix très attractifs. Ce qu'il faut, c'est surtout faire baisser le prix du train. Parce que moi, ce que je vois, c'est effectivement, on est allé à Strasbourg il n'y a pas longtemps. Moi, j'étais en déplacement, j'étais en vadrouille en France, donc je le dis, hein, je l'avoue, j'étais en voiture. Mais beaucoup de nos colistiers nous ont rejoints en train. Ceux qui ont pris le billet de train un peu tard, l'aller-retour Paris-Strasbourg, c'est un quart de mois de salaire. C'est une folie intersidérale pour faire 400 bornes en train. Il y en a même certains qui ont dit soit je viens pas, soit je viens en voiture, mais je préfère payer 70 € de péage, ce qui est déjà un budget, plutôt que de payer 500 balles de train. Voilà. Donc c'est surtout le prix du train qu'il faut faire baisser. Le prix de l'avion, c'est du privé. On peut jouer sur les taxes. Je pense qu'il faut augmenter les taxes sur le kérosène. Mais c'est surtout le train qu'il faut faire baisser. Si vous augmentez le prix de l'avion et que le train reste au même prix, moi, je pense au portefeuille des gens, en fait. Ils ne prendront plus l'avion, ils ne prendront pas plus le train pour autant, ils resteront chez eux. Donc, c'est une forme de privation de liberté. Et de liberté de circuler. Ou ils prendront leur voiture. Pas forcément beaucoup mieux. Mieux que l'avion, mais pas forcément mieux que le train. Merci pour votre réponse. On rebondit avec une autre question du public. Et donc, vous dites qu'il faut baisser le prix du train, mais comment? C'est une bonne question. Là, je vous avouerai, j'ai pas la solution pour en plus baisser le prix du train en France, parce que là, la question est plutôt franco-française. Tous les modèles européens sont pas exactement pareils. On peut jouer sur les taxes, on peut jouer sur, je vais dire un mot qui va pas plaire à la gauche, on peut jouer sur la privatisation. Aujourd'hui, on a un monopole d'État sur la SNCF. Ça commence à se libéraliser un peu. Ça fera peut-être baisser le prix du train parce que la compagnie privée voudra vendre ses billets et offrira peut-être des services, offrira peut-être plus de choses que n'offre pas aujourd'hui la SNCF par un certain monopole, et que ça fera baisser machinalement le prix du train. Si la SNCF se retrouve face à des concurrents qui font des prix beaucoup plus bas, ils vont eux-mêmes faire baisser leur prix. Je ne dis pas que c'est la seule solution, hein, la mise en concurrence, loin de là. Je pense que ça va être un outil qui va jouer. Après, c'est un tout, c'est aussi les gens. Si les prix baissent un peu, plus de gens vont le prendre, donc on pourra faire plus de trains, donc il y aura plus d'offres, donc la demande et l'offre vont être en adéquation et on pourra faire des prix un peu plus bas. C'est un ensemble de choses. Mais c'est vrai que je n'ai pas la solution miracle pour faire baisser le prix des trains là, demain. Merci de votre réponse à nouveau. Je pense qu'on a pas mal évoqué le domaine des transports et je voudrais revenir un petit peu sur un point plus général. Vous aviez dit tout à l'heure que les objectifs climat, on les avait, mais est-ce qu'aujourd'hui, d'après le GIEC, il n'y aurait pas une insuffisance de ces objectifs et qu'il ne faudrait pas d'abord les revoir, puis ensuite agir en fonction? Vous aviez dit qu'il fallait mettre en place une méthode qui donnait envie aux gens de le faire. Est-ce que les objectifs vous paraissent suffisants? Parce que ça semble un peu en contradictoire avec les travaux du GIEC. Après, peut-être avez-vous une lecture différente? Moi, je ne vais pas contredire le GIEC. Hein. Je n'ai pas le niveau de compétence que les scientifiques du GIEC ont. Je pense que la France n'est pas la dernière, la plus mauvaise élève, hein, concrètement, sur
sur ces sujets-là. Le GIEC fait très régulièrement des travaux, donc ils vont réadapter les objectifs et leurs propositions. Après, là, quand je vous parlais de méthode, je dirais que je parle de façon très franco-française. Parce que l'élection, malgré tout, elle est nationale. C'est une élection européenne, mais elle est nationale. Nous, d'ailleurs, on proposait qu'on puisse faire aussi des listes et qu'il y ait une part du Parlement européen qui soit élue sur des listes transfrontalières. Soit carrément, enfin, entre deux frontières, soit carrément une liste européenne, pour qu'on puisse avoir des listes aussi qui se préoccupent de l'ensemble des sujets des 27 pays de l'Union. On a une vision vraiment transnationale sur ces sujets-là. Je pense que pour moi, la méthode est à changer en France. On s'est inspiré dans cette liste, vous voyez, des Grünen en Allemagne, qui eux ont justement une autre méthode. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils ont fait pour autant en Allemagne. Hein. Mais sur les objectifs du GIEC, est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? La question, j'ai presque envie de vous dire, elle n'est pas là. Eux, ils sont là pour émettre des recommandations, faire des bilans, pour alerter les citoyens, alerter les politiques, pour les pousser à agir. Néanmoins, derrière, il y a des populations. En France, il y a la France, il y a les régions. En Europe, il y a les pays et leurs régions. De mémoire, on a 240 régions en Europe qui ont toutes leurs particularités. Et c'est avec les objectifs globaux, mais qui sont pas que pour la France, et pas que pour l'Europe, et pas que pour l'Île-de-France, qui sont pour le monde. Encore une fois, regardons nos amis chinois, regardons nos amis russes, regardons nos amis américains, regardons nos amis de partout dans le monde. Regardons comment eux agissent. Et essayons aussi de les accompagner avec nous dans une démarche de transition écologique. Si on veut faire, par exemple, je vais être très caricatural, mais si on fait reposer l'ensemble des efforts de réduction de CO2 sur la France, je vous avouerai qu'on n'y arrivera pas. Hein. Je pense que c'est le monde entier. Donc sur l'échelle française, c'est la méthode que nous, on revendique, d'associer les gens et de faire en sorte que les mesures soient acceptées. Après, chaque pays est encore souverain, donc ça c'est une bonne chose. Hein. Donc après, à chaque pays d'engager tout le monde pour qu'ensuite on puisse collectivement améliorer les choses. Nous, on ne peut agir que sur notre territoire, c'est triste à dire, le territoire français et européen, malgré tout on a un peu de poids en Europe, mais on n'est que sur ce territoire-là. Si on regardait de la planète, on a un globe, c'est tout petit l'Europe, hein, sur l'immensité de la planète. Merci de votre réponse. Je pense que c'était assez... Ah, on a une question du public, dis donc. Juste, vous pouvez faire quoi sur le problème de la fast fashion ou plus généralement sur l'importation de produits qui sont manufacturés dans des pays comme la Chine, le Bangladesh, où il n'y a aucune mesure, enfin, il y a très peu de mesures environnementales. Donc comment est-ce qu'on peut avancer alors qu'il y a beaucoup de produits? Là, je vais faire une réponse assez courte. On n'est pas très méchants, nous, sur notre liste. Mais là, c'est simple. Les produits qui ne respectent pas nos normes ne rentrent plus sur le territoire européen. C'est peut-être une mesure assez choc, assez radicale qu'on porte. Une des rares mesures vraiment d'interdiction. On interdit. Mais là, au bout d'un moment, stop, ouais. Oui, il faut dire stop. On est tout à fait capable en Europe de produire à des coûts raisonnables quasiment tout. Donc, on arrête de faire venir du bout du monde, ce qui a un coût écologique. Rien que le transport a un coût écologique énorme, souvent fait en cargo, qui pollue énormément. Ces produits-là, on interdit l'importation en Europe de produits ne respectant pas les normes européennes. Voilà, ne respectant pas les standards de fabrication que nous, on impose à nos fabricants en Europe. Donc, moi, je me souviens d'un exemple, je crois que c'était le Brésil. Donc c'était Lula qui avait fait ça, un homme de gauche pour le coup. C'était Lula qui avait dit à Apple, si tu veux continuer à vendre tes iPhones chez moi, t'installes une usine qui respectera nos lois. Je suis assez pour ce genre d'idée, c'est-à-dire, soit ils veulent continuer à produire, ils installent des usines en Europe qui respecteront nos normes, qui respecteront nos règles, soit ils arrêtent d'apporter leurs produits. Voilà. Merci pour cette réponse. Je pense que le membre du public veut réagir. C'est quand même très radical comme position, parce qu'il y a quand même des liens économiques qui lient à d'autres pays.
Parce que je veux dire, c'est radical quand même comme proposition parce qu'il y a beaucoup quand même de chaînes de vêtements ou même de produits comme Apple, tout ça, ou Google même qui ont beaucoup de clients en France et je ne sais pas comment c'est possible. Mais finalement, comment faire accepter ça vis-à-vis de l'économie internationale? Oui. Oui, dans une économie mondialisée où on a une grosse dépendance, il ne faut pas se le cacher, envers la Chine et le Bangladesh que citaient les membres. Alors, je pense que les grandes marques auxquelles vous pensez, moi, ça me fait tout de suite penser à H&M, etc., CLU et compagnie. Vous inquiétez pas, hein, pour pouvoir continuer à vendre en France, elles trouveront des solutions. Après, oui, c'est radical. Je vous l'avoue, je vous l'accorde, c'est une position radicale de dire qu'on a. Mais je vais quand même être taquin. Est-ce si radical que ça de faire appliquer en Europe ce que les autres nous appliquent à nous? Il y a des barrières douanières partout en Europe. Partout dans le monde, si on veut importer nos produits, exporter nos produits, si on ne respecte pas les normes locales, nos produits ne rentrent pas. Il n'y a que l'Europe qui ne met aucune barrière à rien, ni économique, ni environnementale, et nous, on trouve ça normal. Ben moi, je vous dis, allez voir le producteur de vêtements français, et allez lui dire, mais c'est normal, hein, tu sais, que on n'achète plus tes produits, et qu'on achète en Chine, et que toi, tu coules, ou tu es obligé de vendre tes produits hyper chers. Je suis pas sûr qu'il va bien l'entendre. Je suis pas sûr que l'agriculteur, si on lui dit, toi, tu n'as plus le droit d'utiliser ces produits, tu dois faire des champs ceci, des machins, des haies, et faire attention à l'environnement, mais par contre, je vais faire venir de l'autre bout du monde des produits qui n'ont pas du tout eu les mêmes normes, et qui d'ailleurs pour la santé de l'homme ne sont pas forcément aussi bons. Je suis pas sûr qu'il va être d'accord avec vous. Et le jour où on n'aura plus d'agriculteurs, plus de produits, plus d'industrie, plus rien, on sera totalement dépendant du reste du monde. Et là, on n'aura même plus besoin de faire des débats entre nous parce qu'on n'aura plus du tout, on n'a plus aucun pouvoir. Donc, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que demain on est élu au Parlement européen, c'est la première loi qu'on va pouvoir faire passer et qu'on va se battre pour tout interdire du jour au lendemain. Je dis qu'il faut arriver à cette loi européenne qui dit que sur le territoire européen ne rentrent plus des produits qui ne respectent pas nos normes. Moi, ça me paraît évident. On interdit aux Européens de faire quelque chose, par contre, on autorise que le voisin qui n'est pas européen le fasse, et ensuite il nous vend son produit. Pourquoi on aime? Je ne comprends pas. C'est un concept que moi je ne comprends pas. Donc je comprends que c'est compliqué, mais voilà. Oui. Merci de votre réponse. Mais justement, ça me soulève une interrogation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'Européens qui comptent sur ces produits pour avoir accès à une consommation moins chère. Est-ce que forcer les Européens à acheter des produits qui sont faits en Europe, donc avec des normes plus strictes, donc potentiellement plus chères, ça ne peut pas engendrer des inégalités sociales? Ah, je ne pense pas, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le même exemple que le bio que j'ai donné tout à l'heure. Déjà, je vous dis pas qu'il faut qu'on arrête. Vous voyez, ce que j'ai, hein, c'est un iPhone. Hein. Vous ne le voyez pas, mais c'est un iPhone. Personne n'est parfait. Hein. Moi, le premier. Hein. Je veux dire, loin de là. Je dis pas qu'il faut qu'on arrête d'acheter des iPhones. Je dis qu'Apple doit produire en France. Enfin, en France. En Europe. Et respectant nos normes. Vous savez combien ça coûte un iPhone aujourd'hui? 1500 balles. Vous n'allez pas me dire que ça va créer des inégalités s'il coûte 1600, 1700. Déjà, moi, je dois en changer. Il faut que je prenne un crédit si je veux acheter un iPhone. Donc, on parle de produits. Il y a des produits de première nécessité, de produits de la vie quotidienne, des vêtements, etc. Effectivement. Vous savez, hein, quand j'étais... Ça me vieillit de dire ça. Quand j'étais petit, un t-shirt, c'était 10 francs. Maintenant, c'est 10 euros. Voilà, l'inflation. Et il était déjà produit à l'autre bout du monde quand il était à 10 francs. Il a quand même pris une inflation énorme. Je pense que cette loi obligera les industriels à repenser leur mode de production en Europe, réintroduira de la production en Europe. Au départ, d'ailleurs, hein, on verra les usines arriver en Roumanie, en Pologne, dans un certain nombre de pays où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Et vous verrez que l'inflation ne sera pas si énorme que ça. Voire n'existera pas. Quand Apple a été obligé d'installer une usine au Brésil, les Brésiliens n'ont pas arrêté d'acheter des iPhones, au contraire, ils ont continué comme avant. Donc, tant qu'on leur permet d'avoir qu'une seule usine qui sera en Chine, ou une en Chine ou au Bangladesh, eh ben, pourquoi ils changeraient? Là, c'est le seul levier d'action qu'on a sur ces grands industriels, c'est
de leur dire, mais si tu veux que ton produit rentre, il faut que tu le fasses chez nous et que tu respectes nos normes. Ou alors tu le produis au Bangladesh, ou en Chine ou n'importe où, mais vous respectez nos normes. C'est possible. Hein, et ce serait même d'ailleurs, je ne sais pas si ça serait même pas le plus souhaitable que de permettre finalement l'exportation de nos normes environnementales dans d'autres pays qui ne les respectent pas, pour pouvoir qu'ils apportent dans nos pays, leurs produits. Mais d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on veut juste être parfait en France, ça ne changera rien à la planète. Donc il faut aussi aider le monde à changer. Mais fort de cette vision-là aussi, et si on impose une barrière douanière, est-ce que paradoxalement, nous, nos produits sont soumis à trop de normes? Enfin, je sais que, par exemple, dans ces européennes, Jordan Bardella a tendance à parler d'inflation normative qui pèse sur les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on devrait justement réduire la pression un peu sur les entreprises européennes qui, comme vous le dites, sont potentiellement bien meilleurs élèves que ces productions dans des pays assez lointains et avec le transport en plus? Est-ce qu'il faudrait changer un peu les normes aussi à l'échelle européenne? Alors, à l'échelle européenne, je ne dirais pas ça. Je pense que quand Jordan Bardella dit ça, il ne parle pas de l'Europe, hein, il parle de la France. Faut savoir qu'en France, on a cette capacité génialissime de surnormer. C'est-à-dire que l'Europe va nous dire faire A, nous on va dire, non, nous on va faire A, B, C, D. On va faire trois fois plus dur que ce que nous demande l'Europe. Les surtranspositions françaises du droit européen sont, en termes normatifs, extrêmement importantes. Donc sur ça, je vous rejoins. Est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur le fait que la France, particulièrement en Europe, est surnormée? Bon, après, moi, c'est mon métier. Hein. Je vous rappelle que je suis consultant en application de normes, donc ne retirez pas mon métier non plus. Mais oui, il y a une question à se poser sur trop de normes en France, ou plutôt des normes trop complexes. Des fois, on demande à tout le monde, hein, que ce soit l'agriculteur, que ce soit l'entreprise, on demande des choses totalement folles. Je vais même vous donner une anecdote très récente, qui n'a rien à voir avec l'écologie, pas totalement du coup. Se présenter à une élection. Essayez un jour de vous présenter à une élection. Vous verrez les démarches administratives, les documents, le formulaire B12, vous êtes dans les 12 travaux d'Astérix. C'est une horreur. Il faut la bonne virgule, l'accent, enfin, c'est juste. On a déposé la liste de 80 candidats, ça a duré 3 heures au ministère. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc oui, la France est surnormée. Et même en retirant des normes en France, j'aurai toujours du boulot tellement il y en a. Donc, en France, oui. En Europe, non. En Europe, non. Je ne pense pas que les normes européennes soient trop contraignantes. Merci. Une dernière question pour réagir. Quand on vous a demandé si la décroissance était envisageable, vous nous avez opposé un non catégorique. Comment expliquer ce non? Vous avez l'air fortement opposé à la décroissance. Pourquoi? Mais après, ça dépend qui est l'interlocuteur en face de moi et qui va quelle est la définition de la décroissance qu'il aura. Pour moi, la décroissance, ça ne peut pas exister. Tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est un concept qui, économiquement, n'est pas écrit, n'est pas rédigé, n'existe pas. Tous les économistes, tous les gens vous diront que la décroissance, ça n'a aucun sens économique, aucun sens sociétal, en Europe en tout cas. C'est-à-dire consommer moins, produire moins, créer moins de richesse. C'est un système qui ne fonctionne pas, qui forcément va vous entraîner très rapidement à l'effet inverse domino, qui est de surconsommer, de surproduire, et de faire surtout un effondrement de la valeur de la monnaie. Ça n'a aucun sens économique. Donc moi, je dis non parce que ça n'existe pas, la décroissance. Celui qui va me dire la décroissance, pour moi, c'est moins prendre ma voiture, je décroît ma consommation de voiture, je dis bah oui, mais c'est juste réduire sa consommation, c'est pas de la décroissance. C'est de la décroissance, enfin, si on veut, mais c'est pas de la décroissance au sens de Sandrine Rousseau et d'Europe Écologie Les Verts, ou du Parti pour la décroissance, un micro-parti qui prône ça depuis des années. Ça n'a pas de sens économique au sens systémique. Décroître certaines consommations, oui. Moi, j'ai toujours dit, si demain, on réduit notre consommation de certains produits manufacturés, de certains produits importés, de certains produits industriels, de certains produits de l'agriculture conventionnelle, et bah, ça, eux vont décroître, ok. Mais en parallèle, on va forcément augmenter la consommation de produits bio, de produits naturels, de produits de saison, de produits locaux, de produits made in France, made in Europe, etc. Et donc, ces secteurs-là vont croître. Donc, la décroissance, ça fait baisser tout le monde.
pour moi, je ne vois aucun intérêt à consommer moins dans un certain nombre de secteurs qui sont favorables, en fait, qui sont nécessaires même pour l'environnement. Vous développez les images. Mais justement, il y a. Enfin, Ah oui, je voulais juste poser une question parce que j'ai vu un certain argument de quelqu'un que la croissance, ça ne peut pas être infinie et qu'il y a forcément une limite des richesses sur la planète. Donc, à un moment, il faudrait aussi se rendre compte des limites de la planète au niveau de la croissance économique. Oui, oui. Mais avoir conscience qu'il y a forcément une croissance limitée dans un monde fini, ça c'est une chose, hein, ça je suis d'accord. Mais après, il faut voir comment on voit la croissance. Le problème, c'est que la croissance économique, la croissance productive, ce n'est pas qu'une seule et même chose, une seule entité. C'est des ensembles de secteurs, d'activités, de produits. Il y a même la croissance économique. La monnaie, on peut l'apercevoir parce qu'on a des billets, on a une carte bleue. Mais d'ailleurs, je vois pas beaucoup de croissance dans mon portefeuille. Hein. En général, ça décroît tout le temps. La croissance monétaire, elle est purement virtuelle d'ailleurs. La monnaie, c'est un chiffre dans un ordinateur. Mais donc, je comprends la phrase « la croissance infinie n'existe pas », oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le système global sera décroissant. J'essaie de m'expliquer, c'est-à-dire que, comme je disais il y a quelques instants, si on décroît certaines consommations, mais on en croît d'autres, le bilan total sera de la croissance, mais au final, on sera à l'équilibre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, merci pour votre réponse. On se demande, on se dit, je sais aussi qu'un des arguments des partisans de la décroissance, notamment Timothée Parric, c'est qu'elle est inévitable et donc il vaut mieux la planifier pour ne pas avoir une sobriété subie, mais plutôt souhaitée. Est-ce que, vous êtes d'avis que finalement on peut toujours éviter cette décroissance, particulièrement, il me semble, avec des innovations technologiques? Est-ce que c'est proche de votre pensée? Moi, il pense ça, il le pense. Il dit que c'est inévitable, il le dit. Moi, je ne pense pas que c'est inévitable. Hein. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, le nombre de choses inévitables qui ont été évitées et le nombre de choses impossibles à réaliser qui ont été réalisées, qui me démontre scientifiquement que ça va se produire, qu'il y a. Il n'y a aucune démonstration que la décroissance va arriver. Qu'il y aura des crises économiques violentes, ça oui, mais il y en a toujours eu. Pas attendu l'écologie ou les problèmes environnementaux pour qu'il y ait des crises économiques. On oublie souvent, quand on a ces certitudes sur l'avenir, qu'il y a une histoire, qu'il faut peut-être se rappeler de ces cours d'histoire. Parce que des crises, il y en a toujours eu. Ce qui parle de décroissance inévitable, c'est une crise économique violente qui aura sûrement lieu un jour, oui. Merci de cette réponse. Je crois qu'on a une question du chat Twitch, à moins que cette question ne soit plus d'actualité. Mais avant de clôturer cette conférence, on va prendre cette question et ensuite on vous laissera une tribune un peu plus libre pour que vous évoquiez des choses qu'on n'a potentiellement pas encore dit. Oui, c'était une question. Une question pour revenir sur ce qu'on avait dit un peu avant sur les produits. Un internaute nous disait que on ne sait pas forcément produire les produits qui ne sont pas aux normes européennes hors d'Europe, en Europe. Dans ces cas-là, comment faire pour pouvoir y accéder si on les interdit? Moi, j'ai envie de répondre à cette question par une question. Quel produit? Non, mais le pauvre ne pourra pas me répondre. Non, mais il y a des produits qui seraient produits dans d'autres pays du monde, en dehors des frontières européennes, qu'on ne serait pas en mesure de produire en France. Et moi, je vais répondre par deux choses. D'un, je pense qu'on a la capacité intellectuelle de produire n'importe quoi en Europe. Voilà. Après, il peut y avoir des produits qui ont un secret industriel, donc on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas le droit de les produire intellectuellement, parce qu'on n'a pas le droit ça serait une copie où il faudrait qu'on crée notre propre produit. Mais dans l'idée que j'ai et que nous sommes nombreux à avoir, c'est pas qu'on veut plus avoir ces produits en Europe. On veut que les producteurs de ces produits les produisent en Europe et les produisent selon nos normes. Ils en sont capables. Et si vraiment il y a des produits qui sont obligés de détruire la planète,
pour être produits et pour être utilisés, bah, ceux-là, très sincèrement, je ne pense pas qu'on les utilise, nous, dans notre vie quotidienne. Et si on pouvait s'en passer, on s'en passera. Très bien, merci pour cette réponse. On va vous laisser le mot de la fin. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué dans nos questions, que vous avez peut-être manqué et que vous voudriez insister avant que nous quittions, vous avez la parole. Merci, c'est gentil. Je n'avais pas du tout prévu ça, donc j'ai rien préparé du tout. Mais écoutez, moi je vais conclure déjà en vous remerciant de cette invitation. C'était très intéressant. J'ai trouvé ça très agréable d'avoir des jeunes qui s'intéressent. Quand je dis des jeunes, ça me vieillit encore plus. Mais d'avoir des gens qui s'intéressent, je ne suis pas si vieux que ça, mais des jeunes qui s'intéressent à la politique, aux élections européennes, qui intéressent très peu les gens. Donc je vous remercie de ça. Je vous remercie aussi le niveau des questions, les vôtres et celles du public. Franchement, c'était très agréable. Que dire? Pour ceux qui pourront voter le 9 juin, continuez à vous intéresser aux élections européennes. Renseignez-vous sur l'ensemble des candidats. Je pense, bien sûr, je dirais, votez pour notre liste. Renseignez-vous, on a un site qui est très bien fait avec toutes nos propositions, enfin pas toutes, parce qu'on les publie au fur et à mesure pour pas qu'on nous les pique. Parce que ça se fait beaucoup en politique. Donc, on les publie au fur et à mesure. On a la proposition phare et ensuite, quand on clique dessus, on a tout le détail de tout ce qu'on propose en fait. Et si vous retournez sur la proposition sur le nucléaire, enfin sur le nucléaire, le renouvelable, le gaz naturel et la réduction énergétique, vous avez toute notre proposition détaillée. Donc, renseignez-vous sur notre liste, bien sûr, mais renseignez-vous aussi sur toutes les autres. Je vais être solidaire de mes concurrents qui sont des petites listes. Alors que nous, notre liste, on est quand même avec plusieurs ministres dessus, on a des élus partout en France. Bon, on n'est pas une si petite liste que ça, mais on est considéré par les sondages, on est entre 0 et 5% donc, quand on est sondé, entre 0 et 1% quand on est sondé, et on n'est pas toujours sondé, et on va l'être bientôt le plus possible, mais on est souvent considéré par quand même une petite liste. J'ai beaucoup d'autres listes que je connais qui sont peu médiatisées, voire pas médiatisés, intéressez-vous à eux. Je pense que se présenter aux élections, c'est un parcours du combattant, donc ils le méritent tous. Je pense à nos confrères écologistes d'Equinox, je pense à mes anciens amis d'Europe Démocratie Espéranto, je pense il y a plein d'autres listes. Interviewé récemment. Qui EDE Monsieur Dieu me garde. Oh, Pierre, je le connais. Donc, oui. Voilà, bravo, voilà, vous avez interrogé. Je pense que sur beaucoup de questions, il était un peu, oh là, qu'est-ce que je vais dire? Parce que le EDE a quand même un programme très, très limité. Je leur reconnais ça. Hein, ils sont très, très centrés sur l'espéranto. Donc, intéressez-vous à ces listes, intéressez-vous aux propositions. Je ne dis pas qu'il faut forcément voter pour une petite liste. Je pense que voter pour nous est une très bonne idée. Mais en tout cas, il faut profiter de ces élections pour les entendre. Pour nous entendre et voilà, donc c'est peut-être le mot de la fin que j'avais pas prévu, donc du coup voilà, votez pour nous et sinon renseignez-vous bien sur l'ensemble des listes, tout le monde mérite d'être audité. Merci beaucoup. Justement, c'est exactement le cœur du projet TerraHoche Interview, puisque nous avons contacté absolument toutes les listes européennes pour qu'ils nous envoient éventuellement un représentant interviewé pendant 1 heure, comme nous l'avons fait juste là. Nous avons d'ailleurs Place Publique qui vient vendredi. Donc, mais nous avons aussi interviewé par le passé Pierre Dieumegarde d'Europe Démocratie Espéranto et 2 militants de la lutte ouvrière. Donc, nous essayons d'avoir un maximum de panel politique. Je précise que ces interviews sont disponibles sur YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée, tout comme celle-ci qui le sera ce soir ou demain dans les plus brefs délais. Donc, sur ce, merci beaucoup, Monsieur Bizet, d'avoir été là avec nous. Et c'était très intéressant. Bonne chance pour la campagne. Merci à vous et bravo à vous.